Quand et comment Zoro va-t-il enfin transformer ses lames en lames noires? Que va-t-il advenir de Loki après cet arc? La prochaine mini-aventure mettra qui à l'honneur? Est-ce que le principe d'être élu et de prophétie est contradictoire avec le désir de liberté de Luffy? Une force extérieure pourrait-elle apparaître sur Elbaf pour aider les protagonistes à repousser le démon Keimu? Yo les bros, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vais répondre à plein de questions que vous m'avez posées sur YouTube, Twitter et notre serveur Discord que je vous invite à rejoindre au passage. Plus d'une dizaine de vos messages ont été sélectionnés pour que j'y réponde aujourd'hui, que je vous donne mon avis, mes théories, mon analyse et ressenti sur tout ce qui compose One Piece, ses problématiques, de l'arc en cours ou même de l'œuvre en général. Une vidéo comme on les aime, et si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les likes, à vous abonner et à commenter dès maintenant. Vous pouvez poser des questions pour la prochaine vidéo de ce style que je ferai. Je sélectionnerai un maximum d'entre vous, alors soyez pertinents et partagez-moi la moindre de vos interrogations. Voilà, et moi j'en ai une de questions pour vous justement. Est-ce que j'ai des fans de Jojo Bizarre Adventure là dans le coin? Parce que j'ai une info pour vous, Jojo Bizarre Adventure Golden Spirit vient officiellement de sortir sur iOS et Android. Tout premier RPG mobile de la licence Jojo lancé mondialement, et ils se foutent pas de vous, vous pouvez récupérer les personnages emblématiques des parties 1 à 6 pour créer votre équipe idéale. Bien sûr, qui dit Jojo dit stands, ils feront partie intégrante du gameplay du jeu et la stratégie reposera sur leur utilisation. Vous aurez différents modes de jeu où vos personnages évolueront et où votre équipement s'améliorera pour augmenter votre puissance. Visuellement, c'est totalement du Jojo, hein. Les stands iconiques, les interactions entre les personnages, les mises en scène des attaques, aucun doute, ils ont cherché à extraire l'esprit de l'anime pour l'injecter dans un seul et même jeu sur téléphone. Comme je vous le disais, il vient tout juste de sortir, là le 13 août, mais vous avez déjà pas mal de contenu à faire. L'invocation SSR de Jotaro Kujo, l'événement autour de Stardust Crusader, des récompenses de connexion et d'événements limités, et même des mini-jeux, voire des guildes si vous voulez jouer entre potes. Golden Spirit est disponible dès maintenant gratuitement sur iOS et Android. Profitez-en pour le télécharger avec le lien juste en dessous dans la description et ainsi récupérer les récompenses de lancement. Merci à tous et bon jeu à vous. Hello Goji, merci pour le boulot monstre que tu fais, merci beaucoup, ça fait longtemps que nous n'avons plus eu de mini-aventure, alors selon toi, quel est le prochain personnage que nous suivrons en mini-aventure? Écoute, moi, j'ai 3 propositions pour ça, Kid, Law et ou Bartolomeo. Ouais non, je les ai pas oubliés, enfin pas totalement, et ils me semblent parfaitement adaptés à être les principaux sujets d'une mini-aventure. Parce que là, concrètement, tu me demandes ce qu'ils font, s'ils ont survécu ou non, je serais incapable de te répondre sans hésitation. Par contre, je peux te dire qu'ils ont le scénario parfait pour qu'ils soient développés dans une mini-aventure, que ce soit ensemble, simultanément, ou dans des mini-aventures bien distinctes. Un peu à la Bellamy finalement, lui qui était lié au Mugiwara sans trop l'être non plus, a une mini-aventure relativement sympa à voir avec le reste de la flotte. Donc pour Kid, Law et Bartolomeo, on pourrait découvrir comment ils ont survécu à la rencontre avec un empereur, peut-être même un duo ou une alliance entre Kid et Barto qui se sont fait fumer tous les deux par chance. Je reste quand même curieux de savoir comment tout sera mené dans l'histoire et s'ils chercheront à se venger de lui malgré son lien avec Luffy, en particulier Bartolomeo. Voilà, en tout cas mon petit avis là-dessus, ce sont les 3 les plus probables pour avoir une mini-aventure. Penses-tu que la flotte de Luffy pourrait venir sur Elbaf? Alors, je ne le pense pas, honnêtement, mais ce n'est pas impossible pour autant. Déjà parce que l'histoire de la flotte qui doit débarquer, ça fait littéralement 8 ans qu'on en parle. Chaque fin d'arc depuis Dressrosa, on les imagine arriver, sauver les Mugiwara à la fin, et effectivement, quel meilleur moment qu'un moment critique pour sauver leur capitaine de flotte. D'un autre côté, la flotte a quand même bien été développée ces derniers temps. Sai et Léo sur Marie-Joise, qui ont peut-être tué un dragon céleste, ce qui aurait mené à ce fameux incident d'une grande importance mentionné par le narrateur à la fin de Dressrosa. Il y a Bartolomeo aussi qu'on a mentionné à l'instant, qui lui ne pourra probablement pas débarquer avec le reste de la flotte, et si la flotte arrive, il faudrait qu'elle soit complète, j'imagine, non? Je sais pas, moi c'est ma vision du truc. Et pour finir, Aerudine est ici, sur Elbaf, donc c'est un peu comme si le principal de la force de la flotte était déjà sur place. En fait, moi je dirais que si la flotte doit vraiment sauver les Mugiwara, il faut qu'ils soient tous ensemble, que ce soit un mouvement coordonné entre eux, et pas qu'ils viennent, mais pas au complet, surtout qu'ils pourront rien faire dans la situation actuelle, rien que Sommers et Killingham se les prennent tous à eux deux en fait. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est possible mais pas dans mon esprit, donc j'attends qu'à être surpris bien sûr, et aussi de savoir ce qu'est véritablement finalement cet incident qu'on entend parler depuis plus de 10 ans maintenant.
Quelle sera la place de Loki après Elbaf? Mort, dans l'équipage, va rester sur Elbaf ou autre? Jamais Loki ne mourra dans cet arc. Voilà, il est la relève d'Harald, il est l'un des enfants de la prophétie finalement, et il libérera le monde aux côtés de Nika, parce que ça a l'air d'être son destin et celui de son fruit du démon. Je le vois parfaitement dans l'équipage, surtout quand on sait maintenant qu'il peut voler et qu'il n'a pas besoin de prendre place sur le tout petit bateau qu'elle se nie. Et puis il a une vengeance à prendre sur le gouvernement, une vengeance qui sera probablement partagée par les Mugiwara, en particulier Luffy. Rien ne le rattache particulièrement à Elbaf dans le sens où il s'est jamais senti 100% chez lui ici, puisque tout le monde le rejetait. Alors à part devenir le roi du royaume des morts d'Elbaf quand Aurudin le sera pour le royaume du soleil à la place d'Harald, je pense qu'on peut totalement l'imaginer partir en mer avec les Mugiwara, surtout que ça compléterait encore l'équipage avec un allié géant antique et sa petite mascotte qui a déjà une bonne dynamique d'humour avec les Mugiwara. Donc non, vraiment Loki dans l'équipage, ça me paraît toujours aussi envisageable, mais c'est ce qu'on pense toujours à chaque nouveau allié en fait des Mugiwara dans chaque arc. Carotte, Yamato... Est-ce que Zoro va forger sa lame noire contre Summers? Comment va se manifester le power-up de Sanji des flammes noires? Alors c'est vrai que ça pourrait être intéressant de commencer à voir Zoro comprendre des choses sur les lames noires en affrontant Summers, qui lui-même possède une des lames les plus emblématiques du monde en ayant appartenu à ceux qui ont fondé le gouvernement. Toutefois, je pense pas que ce soit dans ce combat qu'il forgera sa lame, car il semble que tout converge vers le haki comme étant l'élément nécessaire au noircissement d'une lame. Parce que le haki, comme vous le savez, est représenté par le noircissement du corps ou d'une lame justement pour améliorer sa puissance et sa résistance, et ça tombe bien puisqu'en prenant le Shusui de Ryuma, Zoro notait l'incroyable résistance de cette lame. À vérifier, mais il disait même qu'un dinosaure pourrait marcher dessus, que ça ne la plierait pas. Voilà. Le haki a aussi ce lien un petit peu bizarre avec les épéistes, notamment Zoro qui utilisait inconsciemment son haki et haki des rois avec Ashura contre Kakui Kaido, et puis Enma aussi qui puisait son haki au point où c'est cette arme qui lui a permis d'utiliser le haki des rois plus facilement et plus souvent. Je pense qu'il doit y avoir un niveau de maîtrise bien particulier du haki dédié uniquement aux épéistes, aux liens qu'ils entretiennent avec leur sabre, avec toute cette philosophie-là, sans parler des potentielles âmes que les lames peuvent posséder, qu'elles soient pures ou maudites. Donc voilà, pour éveiller cette lame noire, Zoro devra probablement atteindre cette maîtrise du haki qui lui manque, lui qui a découvert il y a pas si longtemps à travers les mots de Gaban qu'il possède le haki des rois, c'est encore très tôt, très jeune. Et cette maîtrise aura lieu, je pense, dans ses derniers combats. Par exemple, s'il doit affronter Shiryu en tant qu'équipage adverse et Mihawk aussi en tant qu'ennemi ultime pour le titre de plus grand épéiste, c'est peut-être face à Shiryu qu'il va éveiller son haki à son paroxysme et noircir ses lames pour démontrer l'intégralité de sa puissance acquise au fil de ses combats face à Mihawk lors de leur duel fatidique. Voilà, et sinon je pense quand même toujours que l'histoire des lames noires est liée à un haki un petit peu maudit, quelque chose comme ça, comme j'en avais parlé il y a de ça plus de 10 ans dans une vidéo théorie. Pour Sanji, des flammes noires sont effectivement à prévoir, ou même des blanches ou des violettes. Bref, un autre power-up au niveau des couleurs de ces flammes, de leur intensité et de leurs effets, c'est tristement un peu ce qui lui reste pour gagner en pouvoir. Alors c'est pareil, ça n'arrivera pas tout de suite je pense, il va falloir pour ça qu'il contrôle son haki des rois, et à ce moment-là, oui, ça deviendra possible. Un feu noir, maudit, façon Omen Dimu, qui est tellement chaud et puissant qu'on peut imaginer qu'il brûlera Sanji malgré son exosquelette, et qui sera la raison pour laquelle il devra lui-même s'enduire de haki de l'armement et de haki des rois pour éviter d'être en contact avec sa propre flamme qu'il génère, sinon ça pourrait le blesser, lui faire du mal. Voilà, j'espère t'avoir donné réponse à tes questions, bref. Salut Goji, merci pour le boulot énormissime que tu fais, merci à toi mon ref. Pourquoi Imu semble-t-il accorder d'importance aux yeux de Gunko? Est-ce lié au pouvoir de possession, ou ses yeux pourraient-ils avoir un lien avec une capacité ou particularité inconnue dans le lore de One Piece? Alors tu sais quoi mec, je vais très simplement te redire exactement ma théorie du chapitre 1185 parce qu'elle a pas bougé et je la trouve vraiment très cool. Je pense sincèrement que l'une des plus grandes peurs d'Imu c'est le destin, un concept ancré dans One Piece. Certaines choses semblent écrites à l'avance au point que des personnages comme Shirley, Joy Boy ou encore l'auteur du Harley ont pu annoncer des événements plusieurs années voire plusieurs siècles avant qu'ils ne se produisent. Dans la review du chapitre 1180, je vous parlais de Bonnie et de son fruit du démon capable d'une certaine manière d'altérer temporairement le destin. Je vous disais que si ce pouvoir était lié au gouvernement, ce n'était sûrement pas un hasard. Imu cherche à éviter l'inévitable, à prendre possession du destin et à le remodeler, parce que s'il n'y parvient pas, alors sa défaite est peut-être déjà annoncée par les prophéties de l'ancien temps, mais aussi par le Harley. La fin du
troisième monde doit être marqué par la victoire du dieu soleil et le retour de l'aube. Autrement dit, par la fin de la nuit imposée par Imu depuis des siècles. Et c'est exactement pour ça que le destin peut lui faire peur et qu'Imu ferait tout pour empêcher ce futur. Même son attaque Omen, présage, renvoie directement à cette idée d'un futur déjà annoncé. Et c'est là que Gunko devient intéressante. Là où certains peuvent entendre la voix de toute chose, elle pourrait être capable de voir l'avenir, mais d'une manière bien plus précise et efficace qu'une Shirley par exemple. Un œil sur le présent, un autre œil sur le futur, un outil parfait pour Imu afin d'anticiper le destin et tenter de le modifier. Là, nous sommes dans l'arc qui introduit le Harley, la plus grande prophétie de One Piece, annonçant la victoire du dieu soleil et donc indirectement la défaite du gouvernement mondial. Imu a un pouvoir très mis en avant chez lui, c'est le Omen, le présage. Le fruit du démon de Gunko est celui de la flèche, des flèches qui suivent une route définie, une trajectoire qui ne peut pas être ni déviée, ni changée, ni évitée. Difficile de ne pas y voir donc des métaphores du destin. Son pouvoir caché à Gunko pourrait donc lui permettre d'avoir des visions parfaitement claires du futur, renforcées par une prédisposition au acquis de l'observation. Ceux à l'origine des prédictions du futur de plus de 800 ans, ceux qui ont permis de savoir quand est-ce que Joy Boy allait revenir, avaient peut-être la même particularité que Gunko, des yeux bicolores avec la capacité de voir le futur mais aussi le destin, et c'est pour ça qu'Imu cherche quelqu'un de cette tribu avec cette capacité pour combattre ce qu'il ne peut pas contrôler. Et on peut même aller plus loin, on ne sait pas à quoi ressemble Joy Boy, on ne connaît pas ses pouvoirs, ses capacités, mais peut-être que Joy Boy avait cette particularité, le fait d'avoir deux yeux bicolores, ce qui lui permettait de voir le destin, de voir sa défaite, sa mort, mais aussi son retour en tant que Luffy. Voilà, j'espère avoir apporté une réponse à tes questions. Avec la performance de Gaban et la découverte de son haki monstrueux, est-ce que tu penses que Garp est toujours au niveau de pirate comme Roger? Force à toi mon ref, merci beaucoup. Et bah oui, je pense. Après, je me base pas sur ce que je vois, mais sur ce que Oda nous dit. Garp était le rival de Roger, pas celui de Gaban. Garp a combattu Chebek aux côtés de Roger, d'égal à égal, personne d'autre. Quand ils se croisaient sur les mers, ils s'affrontaient eux deux, et c'est tout, tu vois. Je trouve que le haki de Garp était particulièrement monstrueux aussi. On parle d'un gars qui a affronté toute l'île d'un empereur tout seul, avec les monstres qu'elle cachait. Il s'est retrouvé blessé, a affronté quelqu'un cher à son cœur. Pourtant, sa force a été plus que largement vantée par ses adversaires qui voyaient en lui un vrai monstre. Et même du coup, dans sa jeunesse, je pense pas que c'est pour rien qu'Oda l'a mis comme seul rempart aux côtés de Roger pour vaincre un Chebek d'Omiriversi qui demandait l'utilisation d'un haki des rois de fou furieux. Son haki a pas coupé un arbre ou blessé un démon, mais là encore, c'est situationnel et personne n'aurait imaginé ça de Gaban à la base. Tu vois, je veux dire, c'est un sujet aujourd'hui car Oda a créé le scénario pour Gaban. Si Garp avait été à sa place dans le chapitre précédent, je ne doute absolument pas qu'il nous aurait aussi fumé le crâne avec son niveau, ouais. Donc non, je trouve que Garp reste toujours l'égal de Roger en termes de rivalité, en termes de puissance qui s'en rapproche le plus, parce que c'est comme ça qu'il nous a toujours été vendu, voilà. Pourquoi le gouvernement mondial n'a jamais agi contre Monkey D. Luffy plus tôt alors que tous les éléments convergent pour faire de lui le nouveau Joy Boy? C'est une très bonne question et comme d'habitude, outre l'éventuel accro scénaristique que ça représente aujourd'hui, est-ce que déjà ça aurait été viable pour l'histoire qu'Imu balance Gorosei et Chevalier Divin contre un gosse de 15 piges qui a failli mourir contre Arlong ou Crocodile, 17 piges? Je veux dire, voilà, dans l'histoire de One Piece, Luffy n'aurait pas duré. Et sinon, est-ce que finalement le dernier chapitre ne nous aurait pas laissé sous-entendre qu'Imu n'avait la certitude de l'apparition de Joy Boy que lors de l'éveil de Nika et d'une éventuelle autre capacité qu'il peut posséder? Car là même face à lui, il a été très clair dans les derniers chapitres. Tu n'es pas Joy Boy, tu es trop faible. Ça peut vouloir dire que le Gomu Gomu no Mi, déjà avant pré-éveil, ne valait pas un stress particulier pour le gouvernement et même une fois éveillé, ce n'était pas suffisant. Il manque vraiment ce truc pour que son utilisateur représente un danger à la hauteur de Joy Boy aux yeux d'Imu. Mais bon, après de toute façon, soyons honnêtes, là avec les informations qu'on a, normalement, jamais le gouvernement ne laissait Luffy faire quoi que ce soit. C'est un dit, sa famille fout le bordel H24, il a eu une progression de dingue. Bon, ça s'apparente beaucoup à une forme de facilité pour l'instant, et on verra si plus tard l'histoire arrive à le justifier différemment. Salut Goji, penses-tu que l'homme à la cicatrice de feu nous aurait été déjà révélé sans que nous le sachions ou penses-tu qu'il s'agirait probablement d'une personne inconnue, gouvernement pirate révolutionnaire? Alors moi les gars, je suis vraiment désolé, je pense toujours que c'est Gaban, voilà, je vous jure, je suis peut-être en désillusion totale, mais ça fait quasiment depuis les reveals de l'existence de l'homme à la cicatrice de feu que Gaban fait partie de mes candidats préférés, voilà. Et quand il est apparu avec sa cicatrice en forme de feu justement, franchement j'ai plus de doute depuis, c'est pour ça qu'il a demandé au Mugiwara de venir le retrouver avant de quitter
suite à Elbaf, vu qu'il a compris que Luffy était l'homme attendu par Roger, il tenait à lui donner le dernier Rod Poneglyph. Les tourbillons qu'il génère dans l'eau viennent des attaques circulaires de ses haches, et le bateau noir et l'Oro Jackson qu'il aurait gardé de l'équipage, puisqu'il en était le navigateur. Après voilà, on verra bien sûr, mais je trouve qu'un membre de l'équipage de Roger comme gardien de Laftel, protégeant le dernier Rod Poneglyph, putain ça sonne bien quand même. Hello mon super Goji, yo mon super pote. Question plus personnelle, que penses-tu de tout l'arc d'Elbaf jusque-là, entre les retrouvailles, les flashbacks, les révélations, les fights, 3 petits points, etc. Même si je râle plus que d'habitude, vous l'avez remarqué dans les reviews, etc., je suis un peu plus tatillon sur des choses un peu plus critiques, j'adore. Voilà, enfin je trouve que les gens se rendent pas compte du niveau atteint dans cet arc, du nombre de folies qu'on a eu en même pas 2 ans. Si tout n'est pas parfait et génère des débats par moment, globalement, je trouve que c'est quand même assez fou, à part la longueur des gamins avec les chevaliers divins et les flashbacks qui ont coupé une dynamique pour en instaurer une autre, je vois pas trop ce qu'on peut vraiment critiquer à cet arc dans son ensemble. Enfin, dites-moi, il y a des révélations, il y a des personnages attachants, il y a du lore, des antagonistes de fous, il y a des conséquences, ou du moins pour le moment. Enfin voilà, en vrai, je le dis assez, mais c'est une bonne occasion de se répéter. Wano, Egghead, Elbaf, la suite, la route est incroyable, elle est délicieuse, vraiment. Non, moi je suis absolument pas déçu de ces derniers arcs, ils sont exceptionnels, c'est un vrai kiff. Salut, j'adore ce que tu fais avec Nina, vous êtes les meilleurs, à 2 doigts de nous trouver le One Piece. Dis donc mon ref, merci beaucoup. J'espère que tu pourras avoir ce message. Alors je le vois, mais je vais répondre que du coup à ta question de base. Je voulais avoir ton avis sur la forme d'Imu. Sa forme réelle serait quoi de base selon toi? L'idée principale de ma théorie, c'est qu'Imu pourrait être un Lunarian comme King. Son apparence semble avoir plusieurs points communs avec eux, et ça donnerait une nouvelle explication à son histoire. Les Lunarians vivaient autrefois au sommet de Red Line, là où se trouve aujourd'hui Marie-Joise. Ils étaient considérés comme des sortes de dieux, notamment grâce à leur puissance exceptionnelle. Pourtant aujourd'hui, ils ont presque disparu et sont traqués par le gouvernement mondial. Si Imu est réellement un Lunarian, il aurait donc pu participer à la destruction de son propre peuple, peut-être par vengeance après avoir été rejeté ou maltraité par les autres Lunarians. Un parallèle avec Ener devient intéressant. Ener a lui aussi détruit sa terre natale, Bilka, pour une raison qui nous est encore inconnue, avant de développer un énorme complexe de dieux. Imu pourrait avoir suivi une sorte d'évolution similaire, rejeté par un peuple qui se considérait comme divin. Il aurait voulu se venger en détruisant ce peuple et en prenant lui-même sa place au sommet du monde. Au lieu de simplement devenir un nouveau dieu, Imu aurait choisi d'incarner d'abord une sorte de démon avant de reprendre le contrôle du sommet de Red Line après la guerre d'il y a 800 ans. Un scénario qui ressemble finalement à l'histoire de Doflamingo, dieu déchu devenant un démon céleste, et encore une fois il vient de là-haut et est intimement lié à Imu par le gouvernement. Donc ouais, en très résumé, Imu serait un Lunarian rejeté par son propre peuple, c'est dur à dire, peut-être à cause de son fruit du démon ou par une différence qu'il avait, et il se serait vengé en provoquant leur disparition tout en prenant leur place au sommet du monde, et son histoire ferait écho aux dieux antagonistes qu'on a déjà eu, Ener et Doflamingo, avec le thème des dieux, des anges et des démons. Voilà, je sais pas si t'as compris, mais en tout cas c'est ça mon idée, Lunarian déchu. Globalement, c'est ce que je pense pour Imu, Salut Goji, la commu One Piece te remercie pour tout le taf. C'est moi qui remercie la commu One Piece pour tout. Voilà, on remet les choses au clair. La question est, qu'est-ce que Robin, Soul et Biblo sont en train de préparer dans la bibliothèque depuis qu'ils sont venus chercher Chopper? Et auront-ils un impact sur le combat actuel avec Imu? Merci d'avance. Alors moi j'ai dans l'idée que c'est peut-être pour repousser Imu en agissant sur ses cercles démoniaques. Voilà, les abysses. Car en voyant cette scène, celle de Nami au début de l'arc m'a directement touché et rappelé à l'ordre. Les cercles démoniaques sont présents dans les livres. Des auteurs ont répertorié des tels cercles, et ce n'est pas la fiction en fait. Et avec tous les récits, histoires et j'en passe que recèle la bibliothèque d'Elbaf, devenue le centre des vestiges littéraires du monde d'après la fin de Dohara, je me suis donc demandé si dans tous ces livres ne se cachait pas une histoire ou une solution à appliquer pour repousser les démons. Quelque chose qui n'aura pas grande incidence globalement, juste assez pour sauver Elbaf. Voilà. Sinon à part ça, et le fait que j'espère toujours secrètement que Biblo est en réalité Lou Arnott, j'ai pas grande idée. Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à me dire ce que ce petit trio là d'intellect peut cacher. Hello, est-ce que tu trouves pas que l'aspect élu dans une prophétie ne gâche pas tout ce que souhaite raconter l'œuvre au sujet du rapport qu'entretient Luffy avec la notion de liberté? J'ai du mal à parler, c'est une folie. Mon rêve, pas du tout, parce que jusqu'à présent, et tout ça c'est de ma pure vision, ça a peut-être aucune valeur philosophique quelconque, mais jusqu'à présent, Luffy n'a pas été contraint, obligé, forcé d'une manière ou d'une autre à faire ce qu'il ne voulait pas, ou à être privé d'un libre arbitre quelconque. Si tu prends la problématique à l'échelle divine, alors oui, en quelque sorte,
sorte, on peut se dire que le destin t'oblige à suivre une voie définie. Mais pour autant, est-ce que ça fait de Luffy quelqu'un de moins libre qu'un esclave de Marie-Joise? Est-ce que ça le rend dépendant de quelque chose qui l'affecte directement? Ou alors est-ce que le destin qui lui appartient est justement celui lui offrant cette liberté-là, tu vois? Le destin, c'est une force immuable du monde, personne ne peut la contrôler, personne ne peut l'impacter, tout le monde l'a subi. Est-ce que ça prive le monde de liberté pour autant? Si nous demain, on a bel et bien la preuve de l'existence d'une destinée qui nous est propre, qu'on se sentira moins libre pour autant? Moi, je pense que la liberté s'arrête avec les chaînes et avec les frontières, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Alors si pour Luffy, il lui semble vivre une vie de liberté, bah c'est le cas, tu vois, et c'est tout. Qu'il soit un élu ou non change rien puisqu'il fait ce qui lui semble naturel de faire. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, je trouve vraiment que le principe de destin, de prophétie, tout ça, ne gâche pas cette notion de liberté, encore moins chez Luffy qui ne se plie à aucune règle, à aucune volonté propre, si ce n'est la sienne en fait. Et c'est ça la beauté du truc. Luffy arrive à perpétuer, à suivre, à accomplir sa volonté. L'existence d'une prophétie ou d'un destin prédéfini ne change rien pour lui. Il vit avec ce sentiment de liberté et du coup, je ne trouve pas que ça va à l'encontre de l'histoire d'Oda, tout simplement. Salut Goji, en espérant que tu vas bien. Sur Egghead, Luffy avait joué avec sa cicatrice sur le torse et sous l'œil comme des autocollants. Penses-tu qu'Oda pourrait réutiliser un scénario similaire pour guérir ses blessures? Pour le coup, les cicatrices sont des marques visibles mais aussi relativement superficielles, tu vois. Elles provoquent plus aucune douleur, plus de gêne. Le coup de leur envol et tout, ça se voyait que c'était humoristique avec zéro conséquence. Par contre, si demain on en vient à faire la même pour des blessures, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est la fin pour One Piece. Hein. C'est la pire chose qu'Oda puisse faire à son œuvre pour vraiment fumer le minimum de conséquences qui peut rester dans un combat. Donc voilà, t'as ma réponse frérot. Je n'espère pas et je ne veux pas parce qu'il n'y a aucune raison pour le reste de l'histoire que les blessures puissent être aussi vite effacées. Voilà. Salut, est-ce que tu imagines l'intervention d'un personnage extérieur à Elbaf d'ici la fin de l'arc? Mon rêve, c'est pas que je l'imagine parfaitement même. L'intervention de quelqu'un pour aider les Mugiwara les géants. C'est un scénario que je trouve franchement hyper facile à développer tellement les possibilités sont nombreuses et en plus de ça cohérentes. Moi j'avais pensé à Rayleigh qui aurait pu venir rendre visite à Gaban à propos d'un sujet précis tel que Teach pour le mettre en garde, pour finalement découvrir l'horreur que se déroule sur Elbaf. Est-ce qu'il serait d'une grande aide? Je pense pas forcément, peut-être pas autant que les autres propositions, mais ça nous permettrait enfin de voir la relation qu'ont Rayleigh et Gaban, voir leur rivalité, mais aussi l'amour qu'ils se portent, comme la confiance respective que se donnent Zoro et Sanji, tu vois. Un beau petit parallèle. Et puis honnêtement, voir les deux ailes de l'ancien roi des pirates côte à côte, aujourd'hui à leur âge, c'est un rêve absolu, frère. Ils pourraient tellement donner une leçon à Sanji et Zoro, c'est mon rêve, my dream. L'autre personnage qui pour le coup est vraiment cohérent, c'est Monsieur Shanks le Roux. Si vous suivez mes reviews, vous connaissez très bien les arguments. Elbaf est un pays allié qu'il connaît bien. Il y était il y a pas longtemps. Cet arc a été très important pour lui, pour son histoire, sa famille et tout. Bref, voilà, toutes les étoiles s'alignent pour que Shanks fasse un petit détour pour sauver ses amis du diable. Mais il y a quand même un autre choix, un peu celui que j'espère aussi au fond de moi, parce qu'il serait temps finalement de mettre du respect sur ce grand homme, le père de Luffy, Monkey D. Dragon. Attendez 2 petites secondes et imaginez juste que Dragon apparaît devant Imu, sauf son fils comme il l'a fait au chapitre 100 en stoppant Smoker, sauf qu'aujourd'hui il n'aide pas Luffy contre un marine, mais contre ce qu'il y a de pire, les démons du gouvernement en personne, ce que Dragon a voué sa vie à éradiquer. Déjà, il n'y a pas meilleur moyen pour Oda de démontrer la puissance de ce mec que de le mettre face à Imu. Aucune chance qu'il le batte, bien sûr, mais si on veut voir un Haki des rois phénoménal, Dragon a très clairement une volonté rarement vue dans One Piece pour vouloir autant changer le monde. Je dirais même sans hésiter que son Haki sera encore plus puissant et intense que celui de Gaban. Le mec, c'est le leader de tous les révolutionnaires. C'est l'homme le plus recherché du monde. Il n'y a pas photo. C'est un Haki du monde qu'il a ce type. C'est même plus de roi, c'est fou en fait. Et puis mine de rien, à l'image de Shanks, Dragon aussi a vu son histoire être dévoilée pendant le flashback de God Valley sur Elbaf. Et plus encore, son histoire l'a aussi été sur Egghead à travers les yeux de Kuma. En parlant de Kuma, il se trouve ici sur Elbaf avec Bonnie et Vegapunk et je vous rappelle que Dragon et les révolutionnaires ont fomenté un plan pour libérer Kuma de l'esclavagisme des Tenryubito avant qu'il ne s'enfuit vers Egghead. Donc venir sur Elbaf là maintenant, c'est une façon pour Dragon et les révolutionnaires de combattre et repousser Imu, oui, mais aussi et surtout de récupérer et protéger l'un des leurs pour qui ils ont mis Marie-Joise à feu et à sang. Bonnie sera aussi leur responsabilité, puisque c'est logique, elle est la fille de Ginny, l'une de leurs lieutenants. Donc Dragon sur Elbaf, sauvant Luffy, faisant un parallèle à Lockdown pour le sauver des griffes du roi du monde. J'espère que ça ne restera pas qu'au stade de théorie, hein, car un jour ou l'autre, il faudra bien que de toute façon, père et fils se rencontrent, et je trouve que le moment serait parfaitement choisi, ouais.
Ma question à moi, c'est par rapport à la puissance de Barbe Noire, le vois-tu vraiment en capacité de battre Imu? Actuellement non, mais sur le long terme totalement ouais. J'ai sorti une vidéo il y a 2 semaines du coup sur le sujet, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore vue, mais je pense effectivement que Barbe Noire pourrait vaincre Imu non pas grâce à sa force physique, mais vraiment par son fruit du démon. Là on se rend pas compte, mais sachez qu'il évolue tout autant que Luffy en parallèle. Croyez-moi, si Oda garde ce mec jusqu'à la fin de l'œuvre en nous cachant tous ses pouvoirs, c'est qu'il est capable de folie, et l'un des arguments que j'aime le plus, c'est que si le Joy Boy original avec son fruit de Nika n'est pas parvenu à vaincre Imu, c'est peut-être car Imu ne peut être vaincu par le dieu soleil, mais par un autre fruit du démon encore plus démoniaque que lui, le dieu des ténèbres. Le dieu des ténèbres. Aucun doute qu'à la fin de l'œuvre, encore quelques mois, quelques années, et Teach sera au niveau avec son fruit du démon et son éveil, tout ça, pour fumer Imu, ouais. Yo Goji, sachant que le temps d'Imu est compté sur Elbaf, est-ce que tu penses que le dernier entraînement des Mugiwara se fera sur Elbaf ou sur un autre endroit, voire même qu'ils devraient faire le tour du monde afin de réunir tous leurs alliés? Des gros bisous et encore merci pour vos messages d'amour à toi et à Nina. Merci à toi mon ref. Alors toujours pour le dernier entraînement, ici moi ça bouge pas, hein. C'est la théorie que je vais protéger jusqu'à ce qu'elle soit détruite par Oda, jusqu'à ce qu'on parte d'Elbaf, je dirais que l'entraînement sera sur Elbaf, voilà. Par contre je répète, mais si ellipse il doit y avoir, pas besoin que ça dure 5 ans, hein. Même pas 2, hein. Juste de faire quelques semaines comme sur Wano, pour que ça ait déjà une vraie incidence sur les capacités des principaux Mugi, c'est déjà pas mal. Mais quelques mois seraient pas de refus, hein. Bien sûr, ils en ont tous besoin. Également, je pense qu'ils vont refaire un tour du monde, oui, et que ce tour du monde prendra plusieurs années finalement, ce qui fait qu'on quittera les Mugiwara à la fin de One Piece avec encore plus d'âge et de maturité. Ce qui me conforte dans cette vieille théorie que j'avais déjà dite par le passé, c'est la récente apparition de Yamato dans les dessins des SBS qu'Oda nous fait là, de 40 à 60 ans, dans un futur qui a bien ou mal tourné. À 40 ans, donc dans 12 ans, hein, puisque Yamato en a 28, Yamato dit à Luffy « Oh, c'est Wano, Luffy, arrêtons-nous » Ça veut dire que dans 12 ans, Yamato sera membre de l'équipage, les Mugiwara vogueront toujours, et ils feront une petite halte sur Wano. Voilà, juste ça. Donc ouais, t'as mon idée là-dessus, mon ref. Yo Goji, Luffy semble s'adresser à son fruit. Est-ce qu'on peut se dire qu'en cas de guérison miracle, le Ito Itonomi version Nika, en plus d'avoir sa propre volonté, exaucera celle de son utilisateur? Comme le disait si bien Shepherd, ce fruit donne à son utilisateur, sous sa forme éveillée, les pouvoirs les plus extravagants. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si jamais ça arrive, c'est la mort assurée pour l'œuvre, parce que Luffy ne pourra plus jamais combattre sans que nous on se dise ouais mais même s'il se fait transpercer, tuer ou je ne sais quoi, son fruit va le ressusciter. Donc c'est vraiment pas une solution de mon point de vue, et les pouvoirs extravagants doivent se limiter à l'imaginaire et l'impact sur la matière, pas sur le corps humain, mais encore moins sur la santé. Sinon, Luffy n'a plus qu'à imaginer un médicament qui guérit tout et Chopper ne servira plus à rien. Voilà, bon à la poubelle. Donc, non, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Robin, reine du monde, quand? Mort d'un membre de l'équipage, quand à ton avis, ou est-ce que ça va même arriver un jour? En vrai de vrai, aucune chance que ça arrive. Si déjà Oda a du mal à leur mettre des cicatrices après leur combat, je te laisse imaginer que les effacer de l'histoire, c'est inimaginable vraiment. Sauf s'il nous fait un scénario du genre Luffy voit le futur, mais nous on ne sait pas que c'est le futur, hein, on s'en rend pas compte. Et donc un Mugiwara meurt, on découvre finalement la vérité et Luffy empêche cette vision. Et voilà, ça restera du fictif total. Et en vrai, comme d'habitude, si moi je dois en avoir un seul vraiment mourir, j'hésite entre Brook, parce qu'en vrai il reste une anomalie dans le monde de One Piece, hein, et seul son fruit du démon lui permet de rester en vie. Si jamais il en vient à voir son pouvoir être absorbé ou annulé, logiquement il disparaît. L'autre c'est évidemment Usopp, entre son rêve de devenir brave guerrier des mers, qu'il dit vouloir accomplir même s'il doit mourir avec honneur, entre le fait que c'est parmi les persos les plus fragiles de l'équipage mais aussi le plus humain, et qu'à l'époque j'avais trouvé un color spread provenant d'un color book je crois, qui montrait Usopp réagir à la carte mort de la même manière que le faisait Luffy sur ce color spread là connu pour être un foreshadow de la mort d'Ace. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais à part ça, ça n'arrivera probablement pas. Usopp et Brook ont ce rapport un peu chelou avec la mort, mais est-ce que ça ira plus loin? Petit doute. Eh ben écoutez, c'est à vous les bros. Si vous n'avez toujours pas posé votre question pour la prochaine vidéo, c'est le moment ou jamais, vous allez dans les commentaires et ploup 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 avec votre petit clavier ou votre petit téléphone. Je ne suis qu'un humble youtubeur, mais si vous voulez mon avis et mon analyse sur un sujet, posez la question dès maintenant et je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est l'heure de vous dire à la prochaine les bros, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, peace.